tous et bienvenue sur Live TV, la télé sans filtre, pour cette 13e édition de Face à la Côte d'Ivoire, l'émission au cours de laquelle nous débattons de la vie démocratique en Côte d'Ivoire et des sujets majeurs de notre nation ivoirienne. Le dernier recensement de la population indique qu'il y a 29 389 150 habitants dans notre pays et cette population est majoritairement composée de jeunes, 75,6% de la population ivoirienne est jeune, ce qui signifie qu'il y a 3 personnes sur 4 sur ce territoire qui sont jeunes. Alors, études, emploi, formation, santé, logement et bien entendu des questions majeures qui concernent leurs droits civils et politiques. Pour débattre de toutes ces questions, nous recevons ce soir le ministre Touré Mamadou, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Alain. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Toujours avec beaucoup de plaisir. Vous êtes un habitué de notre émission. C'est la 2e fois que vous venez nous rendre visite. Alors, pour vous interroger ce soir avec moi, Rayana Assi. Bonsoir, Rayana. Bonsoir, Alain. Rayana apportera à la fois sa fraîcheur et son impertinence au cours de cette émission et elle veillera avec moi à l'impartialité et à la bonne tenue des échanges au cours de ce programme. Alors rapidement, je vous explique un peu l'articulation de cette émission pour ceux qui nous prennent en marche pour la première fois. 2 parties. La première partie sera constituée d'une interview à bâton rompu avec monsieur le ministre qui, on l'espère, ne cédera pas à nos questions. Il a l'habitude des médias. Et la seconde partie sera un instant ouvert et destiné au public. Donc tout de suite, nous allons donc lancer la première partie de notre émission. Alors c'est le rituel ici. Déjà une pensée pour notre ami et frère et confrère André Bois, qui est alité et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Et bien sûr, il est aujourd'hui à l'écoute de notre émission. Il nous apporte d'ailleurs ses encouragements et nous lui souhaitons en tout cas de revenir très rapidement. La question d'actualité, Rayana Assi, pour démarrer ce programme. Bien sûr, Alain, merci. Alors, monsieur le ministre, quand on parle d'actualité, on ne peut pas ne pas parler de tout ce qu'on voit ces jours-ci sur les réseaux sociaux concernant les résultats du BEPC. On parle de 28,89% d'admis sur les 519 449 candidats. Ces performances ne sont pas très rassurantes. Vous convenez avec moi, quand on sait que la jeunesse et l'éducation sont des piliers de développement, quelle appréciation vous faites sur cette situation? D'abord, l'appréciation qui est faite par tout le monde. On a un niveau de résultats qui est très bas, mais ce n'est pas une première dans l'histoire de notre pays. Par le passé, on a eu donc des niveaux de résultats beaucoup plus bas que ça, 17%, ce qui pose plusieurs questions, notamment les raisons profondes donc, de ce résultat. Et Madame la ministre de l'Éducation nationale nous a donné quelques pistes. Il faut s'en inquiéter. D'abord, la fraude. Malheureusement, le niveau de fraude à ces examens atteint un score record. Et avec souvent la complicité des parents, la complicité donc, du personnel enseignant. Il y a aussi le niveau d'encadrement donc, de ces enfants, puisque les statistiques montrent que les écoles, notamment confessionnelles ou le niveau ou du secteur privé, les écoles privées où le niveau d'encadrement est beaucoup plus acceptable, les résultats sont les meilleurs. Donc ça pose vraiment un problème d'encadrement de nos élèves. Et c'est tout le sens de la réforme importante des États généraux d'éducation nationale que la ministre de l'Éducation nationale mène pour justement aller en profondeur sur les causes profondes donc, de cette difficulté de notre système éducatif et surtout avec tous les acteurs les réponses adéquates à apporter. Mais Alain, si tu le permets, on revient en 2020, 53,17%, 2021, 41,27%, et cette année, on est à 28,89%. Pourtant, on sait qu'il y a eu quand même pas mal de réformes et d'actions pour rendre plus efficace, en tout cas, l'éducation nationale. Qu'est-ce qui fait réellement faille? Alors, ce qui peut-être fait la différence entre ces années et cette année, même si la lutte contre la fraude donc a commencé donc depuis quelques années avec la ministre Kandia Camara, cette année, les méthodes de lutte contre la fraude ont été plus accrues. Et donc, ce qui a rendu la tâche un peu plus difficile à ceux qui s'adonnent à la tricherie, etc. Donc, ça, c'est l'une des causes. Et puis, il faut admettre la faiblesse du niveau de nos élèves. Et je dis que l'une des réponses par rapport donc, à ces situations, c'est les États généraux, donc où une réflexion globale est menée sur la qualité donc, de notre système d'enseignement, parce que
Je suis d'accord avec vous, hein, jamais, après Félix Houphouët-Boigny, autant de ressources n'auraient été investies dans le secteur de l'éducation, que ce soit en termes de recrutement de personnel, d'enseignants, que ce soit en termes d'infrastructures. Près du quart de notre budget, 25% de notre budget, est adressé à tout le secteur, donc éducation-formation dans notre pays. Maintenant, après les investissements donc, en termes de recrutement des personnes et ressources, en termes d'infrastructures, il faut regarder maintenant la qualité donc, de notre système d'enseignement et c'est ce que la ministre de l'Éducation nationale compte faire. Est-ce que cette qualité peut être mise en cause en raison, par exemple, des effectifs dans les salles de classe? Est-ce que les élèves sont dans les meilleures conditions d'apprentissage et est-ce que les enseignants eux-mêmes également sont dans les meilleures conditions de travail? Mais c'est évident que si vous prenez une salle de classe où vous avez 25 ou 30 élèves, par rapport à une salle de classe où vous avez 80 ou 100 élèves, le niveau d'encadrement n'est pas le même. C'est le cas de l'école publique. Et donc, ce que le gouvernement essaie de faire, c'est de corriger cette situation qui existe depuis de nombreuses années en investissant massivement dans le secteur de l'éducation, surtout au niveau des infrastructures. Et on peut rappeler quelques chiffres en termes d'investissement, mais l'idée, c'est de dire que dans les années à venir, en tenant compte de l'évolution démographique, c'est quand même près de 800 000 enfants qui arrivent chaque année au CP1. Et bon, il faut en tenir compte. Et l'État ne lésine pas sur les moyens pour essayer de corriger cette situation avec l'appui de nos partenaires au développement. Alors, les candidats au BEPC étaient environ un demi-million, un peu plus de 500 000 candidats. À peine 30% qui sont admis, ce qui veut dire qu'il y en a au moins 350 000 et peut-être même 200 000 qui seront sur le bord de la route. Qu'est-ce que le ministère, le vôtre en particulier, prévoit comme dispositif pour ne pas que cette jeunesse, donc ces centaines de milliers de jeunes, soient laissés pour compte? D'abord, vous savez, j'ai pris un minimum de précautions avant de venir à votre émission. N'étant pas moi-même ministre de l'Éducation nationale, j'ai pris le soin d'appeler ma collègue pour avoir quelques éléments d'information. Et ce qu'elle m'a fait savoir, c'est que le taux de réussite donc aux examens, les 28%, n'a rien à voir avec l'orientation des enfants en seconde. Ça veut dire quoi? Que nous avons donc ceux qui ont réussi au BEPC, et en tenant compte des moyennes, donc des notes obtenues à l'examen du BEPC et des notes obtenues en classe, nous aurons donc des enfants qui n'ont pas forcément eu le BEPC, mais qui, après la pondération, qui auront une moyenne acceptable, qui iront donc... Mais on ne sera pas loin des chiffres de 28% ou 30%. Voilà, donc ça c'est la première des choses. La seconde des choses, pour que vous rameniez la question à mon ministère, nous développons des dispositifs de formation à très courte durée. Quels sont-ils? Les formations donc, en apprentissage, avec une structure qui dépend du ministère de l'Enseignement technique, notamment de l'AGEFOP. C'est des modules de formation de 3 mois à 9 mois qui s'adressent donc à des jeunes qui veulent apprendre un métier. Et c'est vraiment des formations pratiques qui permettent donc à ces jeunes-là, après avoir donc appris un métier, d'être installés et donc de travailler. Et donc, pour ceux qui, malheureusement, n'auront pas l'opportunité de poursuivre les études, en tant que ministre de la Jeunesse, que je l'ai dit, c'est de s'orienter vers d'autres dispositifs étatiques qui permettent donc de renforcer les capacités. La fin de l'année 2021 a été marquée par l'internement ou en tout cas l'admission de jeunes un peu difficiles dans un centre à Bembrosso. Est-ce que vous avez des nouvelles de ces enfants qui avaient été, comme on dit, réquisitionnés par l'État sous couvert de la justice? Qu'en est-il aujourd'hui de ces jeunes-là et pourquoi est-ce qu'ils avaient été mis dans ce lieu? D'abord, je veux qu'il y ait un consensus sur une question qui est importante. Ce qui s'est passé dans notre pays et qui se passe depuis quelques années est inacceptable. Voir des gamins de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans décider eux-mêmes donc d'aller en congé quand ils veulent, agresser leurs enseignants, agresser... De s'opposer au système. De s'opposer au système, c'est totalement inacceptable. Il dénonce aussi les conditions d'études. Totalement inacceptable et il doit y avoir une remise en cause générale. Mais on ne pourrait pas rester les bras croisés face à cela. Nous avons aujourd'hui un dispositif de service civique qui prend donc de l'importance. Le Premier ministre Patrick Hachi a souhaité qu'on donne un volume plus important à notre dispositif de service civique. Des réformes ont été faites, une loi même a été votée après la situation donc, de ces jeunes pour amener l'âge pour bénéficier d'un service civique à 14 ans. Il était important pour moi et ma collègue donc, de réagir. Ce que nous avons fait, c'est donc des jeunes qui ont séjourné pendant 2 semaines dans le centre de service civique, à qui on a appris la discipline, mais qui ont aussi eu un accompagnement psychologique, parce qu'il ne s'agit pas seulement de condamner l'acte posé par les jeunes, mais aller sur les causes profondes qui les amènent à poser donc ce genre d'acte, et surtout mettre en place un dispositif de suivi.
J'ai été, en tant que ministre, très heureux de voir que la plupart de ces jeunes ont été eux-mêmes des ambassadeurs contre la violence. Vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, dans les draines, ces enfants sont allés retourner dans leurs établissements. C'est eux qui prenaient la parole, qui donc partageaient leur expérience avec leurs camarades. Et je note avec satisfaction qu'au mois de février, on n'a pas eu de congé anticipé. Au mois d'avril, on n'a pas eu de congé anticipé. Et donc... Est-ce que vous avez des nouvelles de ceux qui étaient en année d'examen? Bien sûr, en tout cas, au moins un parmi... Je crois le meneur, c'est ça? Un parmi les meneurs qui a eu son BEPC. Félicitations à lui. Et donc, mais qui, entre-temps, parce que ce n'est pas seulement l'examen, c'est l'attitude de ce jeune après être passé au centre de service civique. La quasi-totalité de ces jeunes sont la totalité de ces jeunes donc à décider d'avoir un comportement exemplaire et donc de produire des conseils donc à leurs amis. Mais pour ceux qui ont leurs parents, quelle est la place dans la décision de passage à ce service civique? Est-ce qu'une autorisation leur est demandée? Et ensuite, pour ceux par exemple qui sont dans des conditions difficiles, vous parliez d'un suivi, jusqu'où va ce suivi? Est-ce que ça va jusqu'à, par exemple vous évoquiez le problème de malnutrition, est-ce que ça part jusqu'au suivi de leur nutrition? Est-ce que ça part jusqu'à des placements dans des familles d'accueil qui seraient des environnements peut-être plus propices? Alors, déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'après l'épisode de décembre, beaucoup de parents nous appelaient pour proposer l'entrée de leurs enfants dans les centres de service civique. Nous n'avons pas la capacité aujourd'hui d'accueillir, donc il y a un besoin. Et ce que nous avons fait, c'est d'impliquer les parents dans l'accompagnement de ces jeunes. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai, 2 semaines sans leurs parents, mais avant de les libérer, la plupart de ces jeunes ont vu leurs parents venir dans le centre de service civique. Il y a un dialogue qui a été instauré. Et ce qui est important pour nous, c'est l'après. Nous sommes un centre d'accueil. Notre rôle, c'est d'inculquer des valeurs à ces jeunes, mais surtout de comprendre et d'alerter tous les autres acteurs. Et donc, il y a un rapport qui a été fait, envoyé à l'éducation nationale, puisqu'il y a certains pans qui concernent l'éducation nationale. Il y a une communication qui a été faite à l'endroit des parents, parce qu'on ne peut pas, comme je l'ai dit, justifier la démission de certains parents vis-à-vis de leurs enfants. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et ce que nous allons faire pour les prochaines années, c'était d'abord de modifier la loi. Le chef de l'État a validé la modification du projet de loi qui ramène l'âge à 14 ans et qui renforce notre dispositif d'encadrement de ces enfants. Bien évidemment, pour que ces jeunes aillent dans les centres de service civique, c'est avec l'accord des parents. Mais nous prévoyons aujourd'hui, avec la nouvelle loi, un service civique obligatoire quand les circonstances l'exigent. Parce que si un jeune met en danger son environnement scolaire, ses amis, etc., nous donnons les moyens de recourir au centre de service civique en vue du redressement. Et jusqu'où va ce suivi? Qu'est-ce que ça implique concrètement? Est-ce que c'est seulement le suivi? En tout cas, à notre niveau, ce que nous avons fait avec le directeur général de l'Office du service civique et les différents services, c'est un comité qui a été mis en place avec leur homologue d'éducation nationale. Et nous avons regardé les différentes localités d'où émanaient ces jeunes. Ce comité est chargé de faire le suivi de ces jeunes, voir leur évolution au niveau comportemental et s'assurer que ces jeunes puissent être des acteurs de sensibilisation à l'endroit des autres jeunes. Et ça a été fait. Okay, alors, tout à l'heure, ils n'ont pas été jetés à la nature. On essaie de voir, et je note avec satisfaction qu'aucun de ces jeunes n'a replongé dans les violences après le passage au centre de service civique. Okay, tout à l'heure, vous avez évoqué les partenaires au développement. Le financement, est-ce qu'on peut avoir une idée des sommes dégagées par l'État? Et puis les modalités, est-ce que vous avez un contrat d'objectif avec vos partenaires? D'abord, il faut dire que le dispositif de service civique est financé essentiellement, en grande partie, par le gouvernement ivoirien. On a aujourd'hui 5 centres fonctionnels. Le Premier ministre Patrick Achis souhaite que nous passions à l'échelle. Donc, ça sera un centre de service civique par district. Donc, pour les prochaines années, c'est 14 centres de service civique qui seront construits avec une capacité d'accueil de 1000 jeunes par an, ce qui fait à peu près 14 000. En guise de comparaison, les 3 dernières années, c'est 1500 jeunes seulement qui ont pu passer dans les centres de service civique. Donc, on voit un peu l'ambition. Alors, au niveau des partenaires au développement... Ce que ça coûte écoutez, dans le cas du CDD3, par exemple, la France a bien voulu accompagner notre dispositif à hauteur de 13 milliards de francs CFA. Et ces 13 milliards vont servir essentiellement... Sur un budget de combien? Non, sur peut-être un besoin de combien? Pour les 3 prochaines années, nous avons près de 70 milliards de francs CFA en termes de besoins pour non seulement construire les centres, faire fonctionner les centres,
Et l'apport de la France est quand même important, 13 milliards de francs CFA. Tout cet investissement pour 1000 jeunes par an, est-ce que ce n'est pas peu finalement en termes de capacité? Non, 14 000 jeunes par an. 14 000 jeunes par an. 1000 jeunes par centre, est-ce que ce n'est pas peu? C'est ce que je veux dire. Oui et non. Oui et non parce que non, lorsque vous regardez ces dernières années, je vous dis qu'en 3 ans, il n'y a que 1500 jeunes qui ont pu passer dans les centres de services civiques, ce qui fait une moyenne de 500 jeunes par an. Là, on passe à 14 000 par an. Pour les 5 prochaines années, c'est 60 000 jeunes que nous voulons traiter dans les centres. Avoir par district 14 000 jeunes, non, 5 000 jeunes, si vous prenez 50 000 par an, 5 000 jeunes traités par district, pour nous, c'est suffisant pour commencer à impacter donc, la société. D'accord, voilà. C'est pour un début. C'est pour un début. C'est évolutif. En tout cas, pour les 5 prochaines années, l'objectif gouvernemental, c'est 14 centres du service civique pour 60 000 jeunes. Alors, Monsieur le ministre, quand il termine ce passage au centre de service civique, qu'est-ce qui se passe après? Alors, est-ce que vous avez un suivi? Enfin, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, vous me donnez l'occasion d'expliquer bien le dispositif. On a un dispositif d'abord normal, classique. C'est tous ces jeunes en grande difficulté que nous accueillons dans les centres de service civique, à qui nous donnons une seconde chance de vie. Donc, ces jeunes qui souvent sont addicts à la drogue, sont sujets eux-mêmes de violence ou même sont acteurs de violence, etc. Ces jeunes ont, dans le centre de service civique, 2 à 3 mois d'encadrement disciplinaire, 4 à 6 mois d'apprentissage à un métier, et ensuite leur insertion. Donc, les jeunes qui passent dans les centres de service civique, non seulement leur inculquent la discipline, mais nous nous imposons donc l'apprentissage à un métier. Alors, pour ceux qui sont venus pendant le mois de décembre dans les centres de service civique, ça a été une mesure d'urgence où il était question donc, de stopper un phénomène, donc ça a été que 2 semaines. Mais la plupart des jeunes qui passent dans les centres de service civique ont un parcours, encadrement disciplinaire, apprentissage à un métier et insertion. Sur 3 à 6 mois. Alors, je peux vous dire qu'avec le Premier ministre, nous avons l'année dernière fêté la sortie d'une promotion à Boaké. Ils ont été essentiellement dans le domaine de la sécurité et du commerce. La quasi-totalité des jeunes qui ont eu une formation dans le domaine de la sécurité ont été recrutés. Et ceux qui ont voulu s'adonner au commerce, mon ministère continue de mettre en place du financement, notamment au marché de Boaké, pour installer la plupart de ces jeunes. Donc des jeunes qui posaient un problème de sécurité, qui ont une formation en sécurité et qui aujourd'hui ont été recrutés par des structures et qui travaillent normalement. Justement, sur la question de l'insertion professionnelle, vous parliez de réponse à des besoins. Et moi, j'aimerais savoir si ça répond aux besoins en termes d'emploi en Côte d'Ivoire. Est-ce que, par exemple, dans vos cursus d'accompagnement, vous privilégiez des filières comme l'agriculture ou d'autres secteurs d'activité dans lesquels on a réellement un besoin en termes de ressources humaines? Oui, d'abord, le secteur de l'agriculture est le premier secteur pourvoyeur d'emploi dans notre pays. Et c'est une orientation du Premier ministre pour les dispositifs que nous mettons en place, et notamment au niveau du service civique, faire en sorte que la plupart des jeunes qui vont intégrer les centres de service civique, on développe donc des curricula de formation dans le domaine de l'agriculture et permettre donc à ces jeunes, après leur formation, d'être installés. Après va se poser le défi de l'aménagement des terres, parce qu'il faut accéder à la terre. On sait toute la pression foncière que nous avons. Et le gouvernement se propose donc justement d'aménager des espaces pour permettre à ces jeunes d'intégrer le secteur agricole. Mais avec des moyens plus modernes, parce que ce qui fait que beaucoup de jeunes se détournent aujourd'hui de ce secteur, c'est... Ce n'est pas très attractif. La pénibilité. La moyenne d'âge, je peux vous le dire, la moyenne d'âge des agriculteurs en Afrique, aussi entre 45 et 60 ans. Et donc, nous pensons qu'en modernisant, en rendant le travail moins pénible et en augmentant la rentabilité des cultures, beaucoup de jeunes peuvent trouver dans le secteur agricole une opportunité d'épanouissement. Alors, Monsieur le ministre, nous allons avancer dans cette émission. Mais on a parlé d'un des dossiers importants, la lutte contre le terrorisme. Et vous avez choisi le biais de l'insertion professionnelle des jeunes dans le nord du pays. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement? Vous connaissez le contexte sous-régional avec ce qui se passe dans les pays frontaliers. Et malheureusement, les études montrent que dans la plupart des pays touchés par le terrorisme, ce sont des jeunes qui sont les recrues. Et ces jeunes qui le sont, ne le sont pas forcément pour des raisons idéologiques ou des raisons religieuses, ils le sont souvent pour des raisons économiques, puisque ces jeunes
sont dans une extrême pauvreté, d'une extrême vulnérabilité. Le gouvernement ivoirien apporte déjà des réponses militaires efficaces. Aujourd'hui, le pays est sécurisé. On a eu quelques incursions il y a quelques années, mais notre armée a été très efficace. Et le président de la République a estimé qu'en tirant leçon de ce qui s'est passé dans les autres pays, qu'à côté de la réponse militaire efficace, il faut apporter une réponse sociale. Parce que vous avez des zones, je prends le nord de la Côte d'Ivoire, notamment ces zones frontalières, Toubou, Kafolo, etc., mais des zones qui ont été abandonnées depuis les indépendances. Mais ce qui est le niveau de pauvreté dans ces zones, d'enclavement de ces zones, c'est scandaleux. Voilà. Et donc, dire que nous avons eu 50 ans de politique publique et que nous ayons des disparités aussi criades. Donc, le chef de l'État a estimé qu'il fallait apporter une réponse sociale. Et cette réponse sociale, elle concerne d'abord l'insertion des jeunes, donc faire en sorte que la plupart des jeunes qui sont dans ces 6 régions, je parle du Bunkani, je parle du Tchologo, je parle du Poro, je parle du Bunkani, je dis le Bunkani, le Folon, la Bagoué, le Kabadougou. Et que ces zones-là, que les jeunes qui sont dans ces zones-là puissent avoir des opportunités d'insertion pour se réaliser. Mais au-delà de mon département ministériel, l'axe 1 du programme social du gouvernement touche aussi ces zones. C'est-à-dire c'est des écoles, ce sont des routes. Voyez-vous, il y a des localités dans ces zones où les femmes étaient obligées de traverser la frontière pour aller accoucher. Donc c'est l'accès aux hôpitaux, l'accès même à la téléphonie, enfin au réseau téléphonique, avoir des routes, comme je l'ai dit, avoir des hôpitaux, avoir de l'eau potable, avoir de l'électricité. Donc c'est ce plan Marshall qui coûte un peu plus de 260 milliards de francs CFA. Sur combien d'années pour le PSGouv 2022-2024, c'est dans ce plan global que se situe donc, le programme spécial en faveur des jeunes qui va tourner autour d'une trentaine de milliards de francs CFA et qui va toucher autour donc, de 42 000 jeunes. Alors, on pourrait dire, tel que vous l'avez présenté, que finalement la lutte contre le terrorisme est un prétexte pour développer le Nord qui, d'après vous dire, aurait été délaissé pendant 50 ans. Mais quel prétexte? Il n'y a pas de prétexte. D'abord, la réalité que ces zones aient été délaissées, c'est une vérité. On a eu l'occasion de visiter ces zones avec vos confrères. Donc, après, le débat peut être mené indépendamment du terrorisme. Comment se fait-il que dans notre pays, on ait des zones qui ont été autant délaissées avec toutes les richesses que ce pays a engagées? Comment se fait-il que les gouvernements précédents n'ont pas pu, ceux qui ont géré avant nous, avoir une approche équitable et équilibrée dans le développement de notre pays? Parce que c'est sous le président Ouattara qu'on peut amorcer un développement dans toutes les régions du pays sans exclusive. Maintenant, l'autre réalité, c'est que les pays de la sous-région qui n'ont pas suffisamment anticipé sur une approche sociale, des réponses sociales, et qui ne sont contentés que des réponses militaires, malheureusement, les populations de certaines zones extrêmement pauvres ont basculé. Mais monsieur le ministre, on a quand même 31 régions en Côte d'Ivoire. Oui. Vous exprimez quand même des solutions qui répondent à des besoins qui sont effectifs, même en dehors de ces 6 régions. Je ne suis pas en train de vous dire que tous les programmes du ministère, c'est seulement les 6 régions. Quand vous prenez le programme social du gouvernement, pour les 2 prochaines années, 2022-2024, c'est 500 000 jeunes qui seront traités sur l'ensemble du territoire national pour un peu plus de 200 milliards de francs CFA. Ça intègre les initiatives de mon département ministériel, mais ça intègre aussi les initiatives de l'enseignement technique, la formation professionnelle, enseignement supérieur, etc. Donc il y a déjà un programme national depuis plusieurs années en faveur de l'ensemble des jeunes de la Côte d'Ivoire. On l'a bien compris, mais vous parliez tout à l'heure de la lutte contre le terrorisme. Vous disiez que les jeunes faisaient partie des plus nombreux recrues. Mais finalement, avec ce type de solution, qu'est-ce qui empêcherait les terroristes d'aller recruter des jeunes dans d'autres régions? Qu'est-ce qu'on fait pour ça, pour anticiper? Oui, alors ce qu'on fait déjà pour anticiper, c'est de faire en sorte que sur l'ensemble du territoire national, les jeunes puissent accéder à nos différents programmes. Et que dans l'ensemble du territoire national, que ce soit les programmes mis en place par mon département ministériel, par mon collège d'enseignement technique ou par d'autres ministères sectoriels qui initient des projets à fort potentiel de création d'emplois, que ça profite à l'ensemble des jeunes de notre pays. Mais comme vous avez quand même une zone qui est confligène, où nous avons des incursions, où ces incursions souvent entraîné des déplacements de population, où malheureusement vous avez une extrême pauvreté,
il était important, parce qu'il rentre quand même par quelque part. Donc, il était important d'apporter une réponse efficace. Alors, je vais quand même rappeler, parce que certains veulent nous faire le procès d'avoir une approche déséquilibrée. Je vais rappeler à la mémoire de tout le monde le cas de l'Ouest, que lorsque le président Ouattara est arrivé aux affaires en 2011, mon département ministériel, avec l'aide des mêmes partenaires au développement, l'AFD, le Japon, a eu un programme spécial pour l'ouest du pays, Djokwe, parce que cette zone avait été polluée par les miliciens, les mercenaires étrangers, etc. Donc il y a eu un programme pour cette zone qui s'est appelé le PRICI et qui a permis donc de traiter la vulnérabilité des jeunes et faire en sorte que des jeunes ne puissent pas être enrôlés par des groupes de miliciens ou par des mercenaires. Donc ce n'est pas la première fois dans notre pays qu'il y a un programme spécial pour régler un problème spécifique. Donc vous réfutez entièrement ceux qui estiment que le gouvernement est en train d'institutionnaliser une jeunesse à deux vitesses, celle du Nord qui serait chouchoutée et celle du reste du pays qui serait délaissée. Oui, mais le problème dans notre pays, c'est qu'on veut tout politiser. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a des questions qui doivent faire l'objet d'un consensus national. Est-ce que tout doit être politique, surtout dans la politique politicienne? Allez sur le site de l'Agence Emploi Jeune, comme nous sommes en direct. Vous tapez la page, à la première page, et c'était une recommandation que j'ai faite pour un souci de transparence. Vous verrez nos bénéficiaires en pleine page. Et vous cliquez la localité, la région, et vous verrez l'ensemble des bénéficiaires de nos programmes sur l'ensemble du territoire national, dans toutes les sous-préfectures, etc. Puisqu'on nous accuse souvent de donner des chiffres et ne pas avoir derrière ces chiffres des éléments concrets, donc j'ai demandé à mes services de rendre public le nom et la liste de tous les jeunes qui sont bénéficiaires sur l'ensemble du territoire national. Il y a peut-être un déficit de communication. On est en Côte d'Ivoire, hein. Ceux qui sont dans la négation de l'évidence. Les gens pensent que s'opposer à un régime, c'est s'opposer à tout, même à l'évidence. Je pense qu'on peut être critique en reconnaissant les avancées, mais en mettant le doigt sur les points d'amélioration. Mais lorsqu'on vient peindre le tableau en disant que tout est noir, et qu'on va même intoxiquer les populations. Moi, j'ai été à Daloa, par exemple. Vous savez que j'ai été élu à Daloa, mais j'ai fait une réunion où des jeunes se sont exprimés en disant, monsieur le ministre, on a l'impression qu'il n'y a que des jeunes d'une certaine ethnie qui bénéficient de vos programmes. Nous, les autochtones, on ne bénéficie pas de vos programmes. Et comme sur ma tablette, j'ai toujours le fichier dans toutes les régions du pays de la liste des jeunes. Donc, j'ai fait un travail, vous l'avez sur ma page, hein, j'ai repris le fichier et j'ai commencé à lire la liste des bénéficiaires donc, de cette région. Et il se trouve même que certains jeunes qui étaient dans la salle étaient donc bénéficiaires donc, de nos différents programmes. Quels sont les critères de sélection, monsieur le ministre? Mais d'abord, il faut être jeune et il faut être donc dans ces localités. Qu'est-ce qu'on appelle jeune dans ces localités? Mais il faut... Alors, dans nos différents programmes, on s'adresse à tous ceux qui ont entre 15 et 40 ans. Mais j'ai demandé qu'exceptionnellement, une partie de personnes qui ont plus de 40 ans puissent accéder donc à ce programme, une infime partie, parce qu'il faut tenir compte de la réalité sociologique de ces régions. On est même allé plus loin, Alain Toussaint. Avec ces équipes locales, nous avons identifié les villages. Parce qu'il ne s'agit pas, par exemple, de mettre tous les financements dans la commune de Bouna et puis laisser tout bord, etc. Donc, il s'agissait aussi d'identifier tous les villages et nous avons priorisé. Plus les villages sont proches de la frontière, plus ces villages sont prioritaires donc, dans le traitement donc, dans le cadre des dispositifs. Alors, nous reviendrons dans la seconde partie de l'émission sur cette question. Oui. Nous allons rapidement parler du dialogue politique. On a annoncé que le jeudi 14 juillet, le président Ouattara recevrait deux ex-présidents, président Bédié et président Gbagbo. Que peut-on attendre d'une telle rencontre en dehors de la photo de famille sur laquelle tout le monde sourit? D'abord, je vais vous dire que les jeunes peuvent vous en vouloir. Pour une fois qu'on a l'occasion de parler de leurs problèmes, de leurs préoccupations... On reviendra là-dessus. Vous revenez sur des questions politiques, alors qu'ils s'estiment être les plus grosses victimes donc, de nos turpitudes politiques. Non, c'est une très bonne chose. Vous savez, le président de la République est dans une dynamique depuis qu'il est à la tête de ce pays. Le chef de l'État a favorisé le retour de Laurent Gbagbo. Blé Goudé vient d'avoir son passeport. Il a créé, malgré la CNT et ce que nous avons eu comme violence, tuerie en octobre 2000, il a rencontré le président Arikona Bédié avec qui il a échangé. Les instruments que la loi lui permettait, donc, dans le sens d'un apaisement, il les a utilisés. Et donc aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui a pris l'initiative de cette rencontre donc, avec ses frères, notamment le président Arikona Bédié et le président Laurent Gbagbo. Et donc c'est une énième main tendue par le chef de l'État. Donc nous souhaitons, nous l'avons toujours dit, que tous les acteurs doivent
aller dans la même dynamique, saisir cette main tendue du président qui veut fondamentalement la paix. En dehors de cette main tendue, comme vous le dites, l'opposition reste toujours aussi sévère dans son jugement sur l'action du gouvernement. On parle de la cherté de la vie, des tarifs du péage contestés par une partie de l'opinion. À partir du moment où il y a une opposition, elle doit s'opposer. Et puis à partir du moment où il y a des gens qui sont... Nous, on a été dans l'opposition, on s'est opposés. Donc c'est normal que l'opposition critique la gouvernementale. Là, vous votez un peu en touche, mais sur le fond, qu'est-ce que vous répondez? Et je peux vous dire qu'il y a certaines critiques qui n'émanent même pas forcément de l'opposition, parce que vous avez aujourd'hui une société civile qui prend de l'importance dans notre pays. Il y a des Ivoiriens lambda qui sur les réseaux sociaux ou sur d'autres tribunes qui critiquent. Il y a des critiques qui sont des critiques objectives. Et quand elles le sont, vous voyez que tout de suite le gouvernement en tient compte. Mais ce qu'on peut dénoncer, c'est l'opposition systématique. Nier même l'évidence. Mais par exemple, sur la cherté de la vie, il est évident que les prix sont à la hausse et que la population se sent un peu lésée. Oui, mais le gouvernement a pris des mesures. Le gouvernement a pris des mesures de plafonnement de certains prix. Le gouvernement, pour maintenir le prix du carburant tel que nous l'avons aujourd'hui, c'est quand même, depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, 400 milliards de subventions apportées par le gouvernement ivoirien. Regardez le prix du carburant au Ghana, on a près de 1000 francs. Au Sénégal, sur le super, on a près de 900 francs. Donc, vous pouvez, si vous êtes opposant crédible, dire, écoutez, le gouvernement a pris quelques mesures, elles sont certes bonnes, mais on pense qu'on aurait pu faire mieux. Mais dire que rien n'est fait, que le pays va mal, que tout est noir, c'est une particularité d'une certaine opposition. Alain parlait tout à l'heure de cette belle photo de famille. Ça pourrait rester une photo de famille si le dialogue politique ne porte pas ses fruits. Qu'en est-il de son suivi? Mais déjà, le dialogue politique... Du suivi en termes de l'effectivité des recommandations. Le dialogue politique émane de la volonté du président Alassane Ouattara. Ça, il faut qu'on le sache. Et rien n'est lié au budget. Il a fait parce qu'il a un profond amour pour son pays et il pense que c'est bon pour son pays. Mais cette rencontre qui va se faire fait partie des actes de suivi. Le chef de l'État qui a demandé qui est donc le dialogue politique qui a souhaité, après qu'il ait rencontré individuellement différents acteurs politiques, qu'il y ait une rencontre entre les trois grandes personnalités, comme on dit. Et le président Ouattara a pris l'initiative de les rencontrer. Donc ça, je pense que c'était... Et il y a eu même la commission électorale indépendante dont la composition a été revue hier pour permettre justement au parti de Laurent Gbagbo d'avoir un représentant. Tout ça, ce sont des actes voulus par le chef de l'État. Moi, je pense sincèrement qu'il ne peut pas être pris à défaut sur sa volonté politique de faire avancer ce pays, tant au niveau économique qu'au niveau de l'apaisement. Est-ce que vous pensez Il faut plutôt que les autres, vraiment... C'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous pensez qu'ils sont aussi volontaires que le président Ouattara? Il y a quelques signaux qui sont positifs. Je veux dire, on a vu ces rencontres entre lui et le président Laurent Gbagbo, on a vu ces rencontres entre lui et Henri Konan Bédié. Je pense que tous les Ivoiriens souhaitent aujourd'hui que les uns et les autres emboîtent le pas au président Ouattara et que vraiment on ait la paix et qu'on s'occupe de ce qui est essentiel. Pensez-vous que et ce qui est essentiel, c'est de s'occuper de cette jeunesse-là, qui est un véritable défi pour Très rapidement avant la pub. Oui, pensez-vous que dans cette photo de famille, les opposants font de l'hypocrisie? Non, moi, quand on regarde les différentes sorties qui ont été faites récemment... Je ne veux pas porter de jugement de valeur. Je pense que s'ils ont décidé de répondre à l'appel du chef de l'État, je vais l'accorder aussi la bonne foi. C'est parce qu'ils pensent fondamentalement que c'est important pour le pays. Je pense que pour la paix, il faut qu'on soit des jugements de valeur et que chacun soit jugé aux actes. On verra. Donc après ça, les actes qui seront posés, pour l'heure, celui qui pose des actes, c'est le président Alassane Ouattara. Merci, Monsieur le ministre Touré Mamadou, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle du service civique. Vous êtes également porte-parole adjoint du gouvernement, et ça, on l'a senti dans vos propos, et également porte-parole adjoint du parti au pouvoir, le RHDP. Nous marquons une pause publicitaire parce qu'il faut bien vivre, et on revient juste après pour la seconde partie de notre émission. À tout de suite. C'est la seconde partie de Face à la Côte d'Ivoire avec le ministre Touré Mamadou, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle du service civique. Il est notre invité et nous arrivons maintenant à l'instant public qui permettra à ceux qui nous sont dans la salle ici de poser des questions et puis à ceux qui nous suivent depuis leur domicile, les réseaux sociaux, également d'envoyer des questions à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous parliez du succès de ce programme ou de ces programmes destinés aux jeunes. Nous avons souhaité en avoir quelques-uns ici au cours de cette émission afin qu'ils puissent témoigner de leur parcours et nous dire comment se déroulent les choses. Alors, nous allons commencer par Cyril, je l'appelle par son prénom. Voilà. Vous avez le micro. Vous vous présentez.
Madame Adon, chez Adon Cyril, bénéficiaire du financement de la part de l'Agence Emploi Jeunes. Ce financement m'a permis vraiment d'accroître, disons, le stock de ma marchandise. Ce financement aussi a permis de doubler, voire tripler même le chiffre d'affaires, ce qui a permis aussi de créer, disons, 3 emplois. Disons 3 emplois. Donc, alors, vous avez créé donc des emplois. Quel a été le montant du financement reçu? J'ai reçu 5 millions. 5 millions. Et vous avez démarré donc votre projet en quelle année? Depuis 2016 avec fonds propres, d'abord, avec fonds propres. Et c'est à la suite que j'ai entendu parler de l'agence Emploi Jeunes qui finançait. Donc, j'ai voulu essayer. Et la première année, elle n'a pas été fameuse. Donc, je n'ai pas été retenue. Donc, je n'ai pas pour autant abandonné. Et j'ai relancé la deuxième année. Et je suis allée sur le site, je me suis inscrite et j'ai été retenue. Donc, on m'a appelé à l'agence, je suis allée pour l'entretien. Et finalement, ça a marché. Donc, j'ai pu recevoir le financement qui a permis aujourd'hui de créer l'emploi. Voilà. Alors, monsieur le ministre, c'était un témoignage éloquent. Et je pense que vous en êtes satisfait. Alors, elle a reçu 5 millions. Quelles sont les modalités? Il y a un remboursement. Comment cela se déroule? Est-ce qu'il y a un suivi? Je voudrais d'abord me satisfaire de ce témoignage parce que nous voulons que de plus en plus de bénéficiaires puissent témoigner justement pour inverser les tendances au niveau de la mentalité de certains jeunes qui pensent que si on ne connaît pas le ministre, si on n'est pas d'un tel parti politique, c'est même pas la peine d'essayer, on n'aura pas de financement. Alors qu'il y a des milliers de jeunes comme elle qui sont juste allés sur la plateforme, qui ont posté leur projet, qui ont exprimé des besoins de formation et qui ont été recrutés au bout d'un processus totalement transparent. Et j'ai demandé même qu'on instaure une clause dans les différentes conventions qui nous lient à ces jeunes-là, parce que beaucoup ne veulent pas témoigner à cause des pesanteurs sociales. Savoir, par exemple, qu'on a eu 5 millions de francs CFA, alors que les 5 millions sont destinés à un projet, mais c'est la famille, c'est le village qui vous demande donc, de faire un prêt. Et c'est ce que certains jeunes nous disent. C'est une réalité, oui. Voilà, donc il faut qu'on trouve le juste milieu, ne pas trop les exposer, parce qu'au bout, il faut que le business marche, mais c'est quand même important de témoigner pour que les jeunes sachent qu'aujourd'hui, dans notre pays, il est possible de ne connaître personne, d'aller donc vers un service public et d'accéder donc à des financements ou à un projet de formation. Alors, quelles sont les modalités de remboursement de cet appui? Parce que ce n'est pas de l'argent donné gratuitement. On a 3 mécanismes de financement. Donc, Agir pour les jeunes, des petits financements qui vont de 100 000 à 1 million de francs CFA. 10 milliards ont été investis en 2020, et 10 autres milliards en 2021. La structure de microfinance, nous avons pu obtenir 10,5%, ce qui est très concurrentiel par rapport au taux appliqué par les autres structures de microfinance. Et puis vous avez des projets structurants tels que le projet dont la dame, pour lequel la dame a eu un financement. Donc la banque lui a fait un prêt autour de 10,5% de taux de remboursement. Et je ne sais pas, elle, c'est combien de temps, mais généralement, c'est entre 3 ans et 5 ans. Voilà. C'est entre 3 ans et 5 ans. Entre 3 ans et 5 ans pour le remboursement. D'ailleurs, j'incite les jeunes à rembourser parce qu'il y a certains qui remboursent, mais malheureusement, il y a des jeunes qui ne remboursent pas. D'ailleurs, nous avons décidé, après la sensibilisation, de recourir à la répression. Donc, ce sont des huissiers. On a des procès contre certains bénéficiaires aujourd'hui. Vous avez une idée du nombre? Il y a eu des montants importants. Moi, je prends ce jeune qui a eu un financement important allant jusqu'à 700 millions de francs CFA pour faire des salons de coiffure. Un réseau de salons? Un réseau de salons de coiffure, une cinquantaine de salons de coiffure, et qui malheureusement refuse de rembourser. J'ai trouvé cette situation lorsque je suis arrivé à tel ce département. Est-ce qu'il a effectivement créé ce Mais est-ce qu'il refuse de rembourser ou est-ce que c'est vérifié qu'il n'a pas la capacité de rembourser? Mais il refuse de rembourser. Mais est-ce que le réseau de salons existe, la chaîne? Oui. J'ai oublié même le nom de... Voilà. Donc, mais ce n'est pas pour faire de la publicité, mais en même temps pour que vous nous aidez à faire de la pression, tous les salons classés que vous voyez, mais c'est sur la base de ce financement. Et ce jeune, moi je me promène parfois, je vois des salons classés un peu partout. C'est vrai, moi-même j'en ai vu. Et donc, client. Voilà, bon, écoutez, donc on va vous demander finalement d'aller vous coiffer et de verser l'argent directement donc, à la banque. Non, on est en procès. Et dans ces cas, justement, c'est... Non, j'ai demandé qu'une poursuite soit engagée systématiquement
parce qu'il s'agit d'argent public. Bien sûr. Autant on nous met la pression pour une bonne gestion des ressources et faire en sorte que ces ressources aillent aider les jeunes, autant il est totalement inacceptable que certains jeunes aient recours donc à ces ressources ou ont des activités qui marchent et refusent de rembourser. Je pense que c'est un manque de solidarité. L'État n'a pas suffisamment de ressources pour financer en même temps tous les jeunes. Mais il faut que ceux qui reçoivent des ressources acceptent de rembourser pour qu'on puisse aider donc, le maximum de jeunes derrière qui sont en attente de financement. Très bien. Merci, Monsieur le ministre, pour ces éclairages. Nous allons passer au second témoignage. On va donner le micro à Madame Théoulé Aurélie, qui a bénéficié du programme Agir. Pouvez-vous nous expliquer la nature de votre projet? Bon, moi, j'ai participé au programme Agir. Je suis allée sur la plateforme de l'emploi jeune. Je me suis inscrite et on nous avait dit que la COPEC allait nous aider à avoir des prêts. Et je suis partie, j'ai déposé mes dossiers, on m'a appelé et j'ai pu bénéficier. On a fait une formation. Au sortir de la formation, j'ai bénéficié d'un prêt de 500 000. Et ça m'a permis d'accroître mon projet de restauration. Et aujourd'hui, j'ai pu faire un magasin de vêtements. Très bien. Avec la restauration. Et vous devez, un petit magasin. C'est en quelle année déjà En 2020. D'accord. Et vous avez fini de rembourser? Vous êtes en cours de J'ai fini de rembourser. J'ai même eu un deuxième prêt encore. De combien cette fois-ci? De 500 000 encore. Très bien. Ben, félicitations et bonne continuation. Beaucoup. Monsieur le ministre, rapidement. Oui, ce qui est intéressant dans ça, et ça je voulais m'adresser à travers votre média à tous les jeunes Ivoiriens. Tout à l'heure, j'ai parlé de 700 millions de financement de projets, mais vous avez des jeunes qui ont des petits financements. C'est ça. Moi, je me rappelle de cette dame que j'ai rencontrée à Tengrela lorsqu'on allait profiler pour discuter avec les jeunes pour le programme spécial du Nord, qui a eu, je crois, 400 000 francs CFA, qui fait donc les crèmes glacées et le pain fourré, et qui a un chiffre d'affaires qui est aussi entre 25 000 et 30 000 francs jour. Ou ce jeune qui a ouvert une boutique et qui a désiré de faire du transfert monétaire et qui va jusqu'à 2 millions de transactions par jour. Donc, vous avez énormément de jeunes qui ont eu des petits financements, qui leur ont permis de réintégrer le tissu économique et qui aujourd'hui s'en sortent avec souvent des bénéfices qui oscillent entre 300 000 et 1 million par mois. Mais... Nous avons décidé, on met déjà beaucoup d'argent dans la communication. Aujourd'hui, mon débat avec tous les partenaires que j'ai rencontrés, j'ai fait une mission en France où j'ai échangé avec l'AFD, etc., c'est de dire qu'il faut qu'il y ait une bonne partie des ressources qui soient mises donc dans la communication justement pour mettre en évidence tous ces jeunes qui avaient des petits financements réussissent à s'en sortir. Alors, et ça donne le prétexte à ceux qui peuvent dépenser des dizaines de millions ou bien souvent des millions, 2, 3, 4, 5 millions, 6 millions pour traverser l'eau, sous prétexte qu'il n'y a rien donc dans leur pays, alors que des gens avec 500 000 francs, 1 million, arrivent à faire des activités. Alors rapidement, Ariana, avant la page j'aimerais, parce que c'est vrai qu'on se réjouit d'entendre tout ça, ça a l'air d'être de très belles opportunités, mais certains se diront combien de success stories comme celle-là on a sur quel échantillon de personnes qui ont souscrit à ces offres? Est-ce qu'on a une marge, un pourcentage de réussite? Je peux vous dire que la Banque mondiale nous a aidés, puisqu'on est financé aussi par la Banque mondiale, et l'AFD nous ont aidés à faire donc, des études sur l'impact de nos différentes politiques d'insertion. Oui. Nous sommes en 67 et 70% des jeunes qui bénéficient de nos différents dispositifs, donc de jeunes qui sont insérés. D'accord. Donc c'est quand même un taux d'insertion qui est quand même assez élevé. Nous avons des programmes de stage de qualification, c'est des jeunes qui sont mis en situation de travail. Près de 70% des jeunes qui ont ces stages, qui durent 6 mois renouvelables une fois, sont gardés par les entreprises dans lesquelles donc, ils ont pu effectuer donc, leur stage. Donc on a des jeunes qui réussissent. Il faut, donc c'est les partenariats qu'on est en train de signer les médias, et j'espère qu'on le fera avec Live TV, il faut qu'on ait des tribunes où ces jeunes s'expriment, voilà, que ce soit une émission où ce soit des jeunes qui sont pas seulement le ministre qui vient donner des éléments, des réponses, mais qu'on donne la parole à ces jeunes-là, qui disent un peu leur success story, d'où ils sont partis, les difficultés, comment ils réussissent, pour impacter positivement certains jeunes qui malheureusement sont encore dans la facilité. Alors, la régie, excusez-moi, on va juste terminer avec le troisième témoignage avant la pause publicitaire. Monsieur Sekou Diomandé, le service civique, de quoi s'agissait-il exactement? Moi, j'ai fait le service civique. Je suis rentré, j'ai fait le service civique à Bembresso. À Bembresso, ah, très bien, vous étiez de la promotion Bembresso. Il n'a rien à voir avec les élèves. Hein. Voilà. D'accord. Lui, c'est un parcours normal. Effectivement. D'accord. Je pense. Hein. Effectivement, monsieur. Le parcours a duré combien de temps? Vous avez passé 2 semaines, c'est ça? Non. Combien de temps? 9 mois. Ah, 9 mois quand même. Oui. Parce que nous avons fait 3 mois de formation militaire au début. Et puis, nous avons fait 6 mois. Nous avons fait 6 mois d'apprentissage de métier.
Et quel métier pour vous? Moi, il fait le froid en bâtiment. Très bien. La climatisation. Donc vous montez les splits, les climatiseurs dans les maisons et autres. Et ça va, vous en êtes satisfait? Vous êtes fier de ce parcours qui vous avez remet? pu trouver un emploi? Oui, je suis dans une société actuellement. Très bien. Monsieur le ministre, rapidement avant la pub, votre réaction à ce témoignage? Ça nous donne quelques idées sur la généralisation de notre programme parce que ce que les chefs d'entreprise nous disent, c'est que la plupart des jeunes qui sont passés par les centres de services civiques ont une meilleure aptitude au sein des entreprises. D'ailleurs, l'année dernière, on a 500 jeunes qui sont passés à l'Académie de la mer, même milliers cette année, et qui ont aussi le même encadrement militaire, mais ils ont les meilleures aptitudes en entreprise, moins d'absentéisme, plus de rigueur donc, dans leur travail. Et on est en train de réfléchir pour voir comment, peut-être en lien avec le secteur privé, faire en sorte que tous ces jeunes-là, en tout cas pour certains, puissent passer par les centres de services civiques et puis apprendre le pain à bas de la rigueur, de la discipline, du sens respect, de la responsabilité. du sens de la responsabilité. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le ministre Touré Mamadou. Nous marquons une pause publicitaire rapidement et ensuite nous viendrons pour la dernière partie de l'émission au cours de laquelle nous prendrons des questions Internet. Très bien, c'est la fin, bientôt la fin de notre émission. En tout cas, c'est la toute dernière partie. Nous allons passer à la phase interactive avec une question dans le public avant de donner la parole à ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Le micro qui se balade dans notre amphithéâtre a pas de tortue, mais il faut aller vite. Qui pose la question, s'il vous plaît? Ah, finalement, c'est au premier rang. Vous vous présentez, vous posez la question. Bonsoir, je suis Eboui Alfred. J'aimerais poser la question à Monsieur le ministre. C'est parmi la multitude de projets qui vous sont soumis à l'emploi, à l'agence emploi jeune. Quels sont les critères de sélection de ces projets? Je sais que la pertinence joue un grand rôle, mais quels sont les autres critères? Merci. D'abord, il faut être jeune. Ensuite, il faut que le projet soit pertinent. Il faut qu'il soit pourvoyeur d'emploi. On regarde l'impact en termes de création d'emplois. Et vous avez un comité de certification. Hein. Il n'y a pas que mon ministère. On a eu recours aux experts d'autres ministères ou du secteur privé en fonction du domaine dans lequel vous voulez investir, qui vont analyser, regarder, est-ce que le projet il est fiable, est-ce qu'il est viable. Et si c'est bon, donc le dossier est transféré à la BNI qui met en place donc, le financement et vous êtes financé. Alors, excusez-moi, Monsieur le ministre, pour revenir sur le sujet qu'on a abordé précédemment. Quand vous prêtez 700 millions à un entrepreneur jeune, quels sont les critères dans son cas particulier qui ont prévalu? Bon, ce n'est plus possible puisque c'est une situation dont j'ai hérité, hein, mais j'ai mis fin à cela. Plus de financement qui dépasse 50 millions de francs CFA. Parce que si quelqu'un peut avoir un besoin de 700 millions de francs CFA, il ne rentre plus dans la catégorie donc, de ces jeunes que nous voulons aider. Micro-entrepreneurs. Il peut aller s'adresser à une banque, présenter seulement des garanties et peut être financé. Donc aujourd'hui, j'ai plafonné tous les financements donc, à 50 millions tout au plus. Mais qu'est-ce qui définit le montant qui sera alloué au financement de ce projet? Mais c'est le jeune lui-même et son projet. Si son business plan. Voilà, son business plan. Si le jeune vous dit qu'il veut faire une ferme de poulet, selon qu'il veuille faire 1000 têtes de poulet ou 3000 têtes de poulet, on peut avoir une variation dans le financement. D'accord. Alors, est-ce qu'on a une question sur Internet? Nos amis qui nous regardent sont nombreux. Beaucoup avaient déjà commencé à poser des questions cet après-midi. Bon, nous allons retourner vers Monsieur le ministre pour parler de AGC, notre regretté ancien Premier ministre qui nous a quittés il y a exactement 2 ans. Il vous manque? Bien sûr, il est dans ma pensée tous les jours. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu? Parce qu'il m'a beaucoup influencé positivement. Il a laissé un héritage politique et social énorme. Oui, AGC, c'est d'abord des valeurs. Hein. Tout le monde s'accorde à le dire, la loyauté, la fidélité à une cause, à une grande personnalité qu'est le président Alassane Ouattara, la générosité, le sens élevé donc, de l'État, l'intérêt général qui doit tout le temps l'emporter sur tout. Je pense que c'est autant de valeurs qu'il laisse. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'avec quelques amis, nous avons mis en place l'Institut Amadou Gon Coulibaly avec 2 objectifs. Non seulement pérenniser ces valeurs qu'il a incarnées toute sa vie, mais qui n'ont pas été seulement connues par beaucoup de personnes, et faire en sorte que des générations de jeunes, année après année, puissent s'imprégner donc de ces valeurs-là et qu'on ait une jeunesse de qualité imprégnée de toutes ces valeurs. Et puis l'autre objectif, bon, j'ai anticipé là-dessus, c'est vraiment de favoriser donc l'émergence de jeunes bien formés, avec des convictions solides, qui apportent leur contribution au développement de leur pays. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour ce temps de commémoration?
Nous avons commencé depuis le vendredi dernier avec le vice-président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et beaucoup de jeunes. Le vendredi dernier, ça a été la sortie, la première promotion AGC, 94 jeunes qui ont suivi une formation pendant 1 an, donc qui ont eu leur parchemin. Et puis la nouvelle promotion de 60 jeunes qui a commencé donc, sa formation. Ensuite, ça a été une caravane avec votre confrère Venance Kona, qui, avec Ziad Liman, ont fait un livre. Donc, en réalité, ce n'est pas eux qui ont fait ça, c'est Amadou Gon qui a fait le livre, aidé en cela par Venance Kona et Ziad. Nous avons été donc à Daloa, nous avons été à Yamsoukro, nous avons été aujourd'hui à Bouaké. Et demain, le clou, c'est à Korogo, où la famille donc, de notre regretté Amadou Gon Coulibaly organise des cérémonies de prière, de sacrifice pour le repos de son âme. Et en marge de cela, nous allons organiser donc, une dédicace de livres avec des témoignages, des débats autour de l'homme, son œuvre, ses œuvres, pardon, sa vie et ce qu'il nous laisse. Et son héritage, très bien. On reviendra tout à l'heure rapidement sur l'ex-premier ministre AGC. Nous avons, je crois, une question internaute. Rihanna, allez-y. Alors, monsieur le ministre, quelle est la situation actuelle des agents licenciés en 2017 de l'agence Emploi Jeunes? Mais il n'y a plus de situation. C'est-à-dire qu'en 2017, vous avez des agents, même si je n'étais pas à la tête de ces départements, qui ont eu recours à des méthodes totalement inacceptables de grève, avec donc de la violence, des casses, et mon prédécesseur, à juste titre, donc, a pris donc, des mesures disciplinaires, et certains agents ont été purement et simplement licenciés, mais en leur payant leurs droits. Donc, à partir du moment où leur droit donc, a été payé, pour moi, on a soldé tous les comptes. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de situation d'ex-agents. Ce que nous avons fait, c'est qu'à l'occasion des recrutements de mon département ministériel au niveau de l'Agence Emploi Jeunes, certains agents qui ont prouvé qu'ils avaient donc de la compétence et ont été recrutés par l'Agence Emploi Jeunes. Mais il voudrait aujourd'hui que systématiquement, tous les anciens grévistes qui ont fait des casses, etc., puissent le prendre. Non, l'État, c'est une continuité et je suis solidaire donc des mesures qui ont été prises par mon prédécesseur. Très bien. Deuxième question internaute, s'il vous plaît, la régie, Rihanna. On est revenu sur la première question, donc on pourrait passer Ah, voilà. ben tiens, elle était là, elle a disparu. La deuxième question internaute, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que le ministre pense que les jeunes sont réceptifs à son message et ses actions? Est-ce qu'il est satisfait de ses actions? Très rapidement. Sur la réceptivité. Je ne peux pas me juger moi-même. Et je pense que, en tant que ministre de l'Insertion professionnelle, dans le contexte actuel, je ne peux jamais me satisfaire de mes actions. Mais vous n'avez pas d'outil de sondage? D'où la pression permanente sur mes collaborateurs pour qu'on fasse toujours plus, parce qu'il y a toujours des jeunes qui sont dans des besoins. On a mis en place une plateforme rendez-vous avec les jeunes qui me permet donc de sillonner toute la Côte d'Ivoire. Et Dieu seul sait qu'en 2 ans, j'ai sillonné quasiment toutes les localités à la rencontre des jeunes, les écouter, etc. Je dis aujourd'hui, nous avons une inversion des mentalités. Aujourd'hui, des jeunes se disent c'est possible, mais il y a encore du boulot à faire. Aujourd'hui, des jeunes bénéficient des différents programmes, mais il y a encore une amélioration de la communication à faire. Il faut que nous ayons une communication beaucoup plus agressive. C'est ce que le Premier ministre nous a demandé. Et donc, nous allons continuer donc à communiquer, surtout donner la parole à ces jeunes. Maintenant, si je regarde vis-à-vis des partenaires au développement, oui, la Côte d'Ivoire, il ne faut pas avoir la fine bouche. On a des dispositifs qui marchent. Le PGDEC, mis en place par le président, programme d'urgence en 2011, a permis de traiter près de 60 000 jeunes pour les 2 PGDEC, programme de développement des compétences, pour à peu près 50 milliards de francs CFA. La Banque mondiale vient de quasiment doubler son financement, voire tripler, puisque le dernier financement était de 25 milliards de francs CFA, avec, après évaluation du dispositif, dire que c'est l'un des ouvriers qui marche, d'insertion des jeunes qui marche le plus en Afrique subsaharienne. D'ailleurs, pour le PGDEC 3, que j'ai eu donc à conduire notre dossier présenté au conseil d'administration de la Banque mondiale, a eu la note High Satisfactory. Il n'y a que 2,5% des projets donc, de la Banque mondiale dans le monde qui ont ce score. Nous avons un dispositif qui marche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des choses à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des points d'amélioration. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des milliers de jeunes qui sont en situation de vulnérabilité. Oui, mais le plus important aussi, c'est d'avoir des dispositifs. Et aujourd'hui, on passe à l'échelle avec donc, le soutien du chef de l'État et du Premier ministre pour aller plus loin. Et nous espérons, à l'horizon 2025, arriver au PND
avec tous les autres ministères sectoriels, le secteur privé, créer 3 450 000 opportunités d'insertion pour les jeunes dans notre pays. Très bien, on arrive à la fin de l'émission, mais deux petites questions avant votre conclusion sur le RHDP restructuré. Monsieur Bictogo, président de l'Assemblée. Ça n'a rien à voir avec les jeunes de Côte d'Ivoire. Oui, mais tout le monde est jeune maintenant, puisque tout le monde peut être candidat. Le RHDP restructuré, Monsieur Bictogo, président de l'Assemblée, quel est le profil idéal pour lui succéder en tant que secrétaire exécutif? Nous avons un parti qui marche très bien. Quand vous regardez un peu ce qui se passe chez nos voisins, un parti qui est soudé autour d'un chef, qui est le président Alassane Ouattara, qui a impulsé une restructuration, conduite aujourd'hui par le président du directoire, M. Kafana. Nous allons aujourd'hui à des élections de nos départementaux, donc les sous-préfets ou les préfets donc, du parti. Donc on est dans une dynamique, voilà. Et le profil pour le successeur de M. Bictogo? Non, il y a, le secrétaire exécutif est nommé par le président du parti, donc c'est le président du parti qui regardera parmi tous les cadres celui qui aura donc le meilleur profil pour conduire donc, le parti. Voilà. Alors, et on sera solidaire du choix qui sera fait par le président. Alors rapidement, vous parliez à l'instant des secrétaires départementaux. On vous accuse, par exemple, à Daloa, d'avoir en tout cas fomenté des opérations qui n'arrangent pas les militants. Qu'est-ce que vous répondez? Non. Écoutez, 12 kidam qui sont retrouvés, alors pour être plus sérieux, alors, le parti a lancé un processus de renouvellement donc, de ses instances, les départementaux. Et avec des élections à liste. Moi, j'ai été coordinateur du RHDP dans le Haut-Sassandra. J'ai eu la responsabilité, avec d'autres personnalités, de la gestion du parti. Est-ce qu'il fallait croiser le bras et puis laisser les militants, les cadres aller s'affronter? Non. J'ai usé donc de ma posture, de mon leadership, et pendant 72 heures, j'ai reçu, c'est pas seulement Daloa, c'est Zoukoubwe, c'est Issia, c'est Vavois, tout le personnel politique, députés, maires, responsables de jeunes, des enseignants, etc., pour aboutir à des listes consensuelles. Et ça a été parfois difficile. Et au bout du compte, je suis satisfait parce que ce soit à Zoukoubwe, à Vavois, à Issia et même à Daloa, nous avons eu des listes consensuelles un peu partout. Ce qui fait qu'on est l'une des régions où on aura donc des listes uniques. Maintenant, des gens qui étaient candidats et qui n'ont pas été retenus dans le consensus prennent 2-3 personnes qui manifestent, pour Mamadou Touré, à manipuler, à imposer. On ne peut rien imposer puisque c'est une élection. Donc si les gens ne sont pas d'accord avec la liste consensuelle, qui a fait l'objet d'un consensus large, mais ils ont la possibilité de présenter leur liste et puis les militants vont voter. Donc au lieu de faire cela, ils ont plutôt fait des pétitions alors qu'ils auraient pu construire des listes et puis être candidats. Non, nous avons la responsabilité parce qu'un parti politique se nourrit de consensus et ma responsabilité c'est que Daloa, Zoukoubwe, Issia, Vavois, avec l'appui de tous les élus, puissent être mobilisés pour ce qui est essentiel, la redynamisation du parti, et puis faire un bloc autour du président et soutenir l'action gouvernementale. Très bien, Monsieur le ministre, on va vous demander de conclure. 22 millions de jeunes désormais en Côte d'Ivoire qui ont exprimé des attentes. Vous avez tenté d'apporter quelques pistes de solutions, en tout cas des autorités publiques. Votre mot pour conclure ce rendez-vous? Mais demandons aux jeunes de nous faire confiance, de faire confiance au président de la République, de faire confiance au Premier ministre. Nous sommes conscients des enjeux, des défis qui s'opposent à nous, et ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique, c'est même mondial, avec toutes les crises que nous avons aujourd'hui. La question de l'insertion des jeunes, de la formation des jeunes est au cœur de toutes les discussions, même dans les pays les plus développés. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la trajectoire. Et cette trajectoire permet de dire que pour les prochaines années, avec toutes les réformes qui sont en train d'être mises en œuvre par le Premier ministre, sous le leadership du président de la République et par différents collègues ministres, et même avec l'essor que le secteur privé est en train de prendre dans notre pays, nous allons inverser donc la tendance. C'est vrai qu'il y a des bénéficiaires, nous en avons quelques-uns aujourd'hui. En 2 ans, entre 2019 et 2021, c'est près d'1 demi-million de jeunes qui ont bénéficié, comme ceux que vous avez invités aujourd'hui, de nos différents programmes. Mais cela ne nous fait pas perdre de vue la réalité de ces millions de jeunes qui sont en attente d'une perspective. Le plus important, tous les jours, tant que nous aurons la confiance du chef de l'État, nous allons nous battre pour avancer. Nous allons obtenir des résultats. Nous allons avancer et nous essayons d'avancer au rythme le plus rapide possible pour que la majorité des jeunes, dans quelques mois, dans quelques années, puissent bénéficier de formations de qualité et aussi donc, de possibilités d'insertion dans des emplois durables. Très bien, merci Monsieur le ministre Mamadou Touré, ministre merci beaucoup. De la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Merci
d'avoir été notre invité. Merci pour tous les éclairages. Merci à Rihanna Assi qui m'a donc accompagné durant cette émission. Merci à toi, Alain. Merci et bravo pour votre baptême du feu. Rihanna, bravo. Merci à toutes les équipes éditoriales et techniques qui ont permis de préparer cette émission et de la réaliser. À bientôt sur Live TV pour une autre édition de Face à la Côte d'Ivoire. Et n'oubliez pas de rester sur le canal 6 de la TNT et 206 du Bouquet. Merci et à bientôt.